J'ai surpris ma femme et mon meilleur ami ensemble dans un restaurant haut de gamme. Ils riaient, trinquaient, et échangeaient des regards complices comme si le monde qui les entourait n'existait pas. C'était une parfaite scène de bonheur, à un détail près, leur bonheur s'est bâti sur la ruine du mien. J'ai attendu patiemment dans un coin de la pièce, observant chaque geste, chaque contact, chaque murmure. Ils étaient tellement absorbés par leur trahison qu'ils n'ont même pas remarqué ma présence. Quand j'ai finalement décidé de m'approcher, mon cœur était calme, mais mon esprit s'emballait sous le poids de la décision que j'étais sur le point de prendre. Je m'approchai de la table, leurs yeux s'écarquillèrent lorsqu'ils me virent. Le silence s'empara de l'environnement et pendant un instant, le temps sembla se figer. « Félicitations, dis-je d'une voix calme et glaciale, elle est à toi maintenant. Je veux divorcer. » J'ai vu le sourire mourir sur les lèvres de mon ami et la couleur disparaître du visage de ma femme. Mais à ce moment-là, je n'ai ressenti ni douleur, ni colère. J'ai juste ressenti un soulagement. Soulagement de pouvoir enfin mettre fin aux mensonges que je connaissais depuis si longtemps. Leur trahison était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, mais je savais au fond de moi que c'était juste l'excuse dont j'avais besoin. Parce que contrairement à ce qu'ils pensaient, j'avais aussi mes secrets. Des projets qui allaient bien au-delà de ce divorce. Ils pensaient qu'ils avaient gagné, qu'ils m'avaient détruit. Ils ne savaient pas que j'avais déjà décidé de tout laisser derrière moi depuis longtemps. Le divorce n'était que la première étape d'une évasion soigneusement planifiée, qui les laisserait à la fois dévastés et pleins de questions. Mais avant de disparaître, j'avais besoin de voir le choc sur leur visage, de voir leur trahison se retourner contre eux. J'avais besoin de ressentir le goût amer de la vengeance qui devenait peu à peu doux. Et alors que je m'éloignais de cette table, laissant derrière moi un passé brisé, je savais que le vrai jeu ne faisait que commencer. Parce qu'au fond, cette confrontation n'était pas la fin, mais le début de quelque chose de bien plus grand. Ils pensaient qu'ils avaient le contrôle, qu'ils étaient les manipulateurs de cette histoire. Mais maintenant, l'histoire était la mienne et j'étais sur le point d'écrire un dernier chapitre qu'ils n'oublieraient jamais. Désormais, le doute les rongeait. Quelle serait ma prochaine étape? Qu'est-ce que j'avais vraiment prévu? Et quelle part de mon secret pourrait-il découvrir avant qu'il ne soit trop tard? À chaque pas que je faisais vers la sortie du restaurant, le poids de cette trahison se transformait en liberté. Mais il restait encore quelque chose à faire, quelque chose qui marquerait définitivement leur vie. Quelque chose qui ferait de ce dîner de fête le dernier de son bonheur. Le printemps à Paris a apporté dans l'air un doux parfum, mêlé à la promesse de nouveaux départs. Les fleurs coloraient les avenues et les cafés au coin regorgeaient de conversations animées. C'était le cadre idéal pour une romance, du moins c'est ce qu'il semblait. Mais pour Jacques Moreau, la ville lumière ne brille plus comme avant. Il y avait une ombre qui planait sur sa vie, une inquiétude qu'il ne pouvait dissiper, malgré tous ses efforts. Jacques était un homme à succès, un avocat renommé avec une carrière bâtie sur un travail acharné et une réputation impeccable. À 42 ans, il avait réalisé presque tout ce qu'il souhaitait, une belle maison à Montmartre, une collection de vins enviables et, bien sûr, Claire, sa femme. Claire était le genre de femme qui faisait tourner les têtes partout où elle allait. Élégant, intelligent et d'une beauté classique qui semblait sortir d'un vieux film. Ils se sont rencontrés lors d'une exposition d'art à Bordeaux il y a plus de 10 ans et depuis, ils forment le couple parfait. Mais comme tant de choses dans la vie, la perfection n'était qu'une façade. Derrière les sourires et les dîners exquis, il y avait une distance grandissante entre eux. Jacques passait de plus en plus d'heures au bureau, impliqué dans des cas complexes qui l'éloignaient de chez lui, tandis que Claire, à son tour, se plongeait dans son monde d'événements mondains et de réunions caritatives. Les conversations entre les deux devenaient superficielles, routinières, comme si tous deux évitaient de toucher la blessure qui grandissait silencieusement entre eux. Et il y avait Paul. Paul Lambert était ami avec Jacques depuis leurs années d'université. Un homme charismatique, toujours avec une plaisanterie prête et un charme qui attirait tout son entourage. Contrairement à Jacques, Paul a choisi une vie plus bohème, en tant qu'écrivain de romans et de nouvelles, vivant plus librement, sans les engagements qu'exige le monde de l'entreprise. Lorsqu'il rencontre Claire, Paul devient immédiatement un habitué de la maison Moreau, où les soirées énologiques et les discussions sur la littérature et la politique deviennent monnaie courante. Jacques faisait confiance à Paul plus qu'à quiconque. Il était le seul avec qui Jacques pouvait partager ses frustrations et ses insécurités, quelqu'un qui savait toujours trouver les mots justes pour apaiser ses inquiétudes. Ce que Jacques ne réalisait pas, c'est à quel point Paul et Claire se rapprochaient à chaque rencontre. Au départ, c'était juste de l'amitié. Tous deux partageaient un goût pour l'art et la philosophie,
que Jacques n'avait pas le temps d'explorer. Petit à petit, les conversations sont devenues plus intimes, plus personnelles. Claire, qui s'est toujours sentie un peu seule dans son mariage, a trouvé une échappatoire auprès de Paul, quelqu'un qui la comprenait comme Jacques n'aurait jamais pu le faire. Mais ce qui a commencé comme une simple amitié s'est transformé en quelque chose qu'aucun d'eux ne pouvait plus contrôler. C'était comme une flamme brûlante qui, plus ils essayaient d'éteindre, plus elle devenait forte. Alors que Jacques continue d'être aveuglé par la routine et la confiance qu'il leur accorde à tous deux, Claire et Paul commencent à vivre une vie parallèle. Des rencontres furtives dans des cafés discrets, de longues conversations au téléphone quand Jacques arrivait tard au bureau et, finalement, des rencontres qui dépassaient les mots. C'était un jeu dangereux, mais l'adrénaline de ne pas être découvert rendait tout plus excitant pour eux. Un soir, Jacques arriva plus tôt que d'habitude. Les lumières étaient éteintes et la maison était silencieuse. Il trouva Claire au bureau, au téléphone. Lorsqu'elle l'a vu, elle a raccroché brusquement, mais pas avant de laisser échapper une expression coupable. Jacques a demandé à qui elle parlait, mais Claire s'est contentée de sourire et a répondu que c'était un ami, quelque chose sans importance. Jacques voulait le croire, mais il y avait quelque chose dans cette scène qui le dérangeait profondément. C'était la première fois qu'il sentait que quelque chose n'allait pas, mais il écarta cette pensée, l'attribuant à sa propre paranoïa. Les jours passaient et ce sentiment de malaise grandissait en Jacques. Il commença à remarquer de petits détails qu'il ignorait auparavant, la façon dont Claire regardait son téléphone portable, les excuses de plus en plus fréquentes pour quitter la maison, les messages qui arrivaient tard dans la nuit. Et puis il y avait Paul, qui semblait plus distant, moins impliqué dans les conversations, comme s'il évitait quelque chose. Jacques essayait de se convaincre que ce n'était qu'une phase, qu'il imaginait des choses, mais le doute était déjà semé et grandissait chaque jour. C'est alors qu'il décide d'agir. Sans rien dire à Claire, il engage un détective privé pour la suivre. Les semaines suivantes furent un tourment silencieux, alors que Jacques tentait de maintenir une façade de normalité en attendant les résultats de l'enquête. Lorsqu'il reçut enfin la preuve, ce fut comme si le sol s'était ouvert sous ses pieds. Des photographies de Claire et Paul ensemble, riant, s'embrassant, dans des endroits que Jacques connaissait bien. C'était comme si une bombe avait explosé dans sa vie. Mais au lieu de les affronter immédiatement, Jacques décide de planifier sa sortie. Il ne serait pas l'homme trahi et humilié auquel il s'attendait. Non, il le ferait à sa manière, avec le sang-froid et l'intelligence qui ont toujours caractérisé sa carrière. Pendant des semaines, il a réglé chaque détail, préparant tranquillement les papiers de divorce, transférant ses biens et planifiant son départ définitif. Mais avant de partir, il lui fallait une dernière scène, quelque chose qui scellerait une fois pour toutes le sort de Claire et Paul. Jacques n'était pas un homme violent, mais à ce moment-là, il éprouvait le besoin de voir la destruction dans leurs yeux, de leur faire comprendre qu'ils avaient perdu plus qu'ils ne l'imaginaient. Enfin, le jour est arrivé. Il a découvert le dîner au restaurant grâce à un message intercepté. Claire et Paul avaient choisi l'un des lieux les plus luxueux de Paris pour célébrer leur victoire. Jacques se prépara minutieusement, comme s'il se rendait à un rendez-vous d'affaires. En entrant dans le restaurant, il fut envahi par un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps. Il regarda de loin, tel un spectateur de sa propre vie, jusqu'à ce qu'il s'approche enfin de la table, prêt à porter le coup final. Les deux le regardèrent, étonnés, alors qu'il s'arrêtait devant eux. Jacques sourit, mais ce n'était pas un sourire de joie. C'était le sourire de quelqu'un qui était sur le point de s'échapper d'une prison. Et puis, d'une voix basse et ferme, il les a félicités. Le choc sur leur visage était tout ce dont il avait besoin. Et tandis qu'il tournait le dos et quittait le restaurant, Jacques comprit que c'était la dernière fois qu'il les verrait. Ce qui allait suivre n'avait pas d'importance. Car à ce moment-là, il était un homme libre, sur le point de disparaître à jamais, ne laissant derrière lui que l'ombre de sa vengeance soigneusement planifiée. Jacques était préparé à la suite, mais ce qu'il ne savait pas, c'est que le destin avait encore une dernière carte à jouer. Et cette lettre était sur le point de tout changer, d'une manière qu'il ne pouvait même pas prédire. Après le dîner fatidique, Jacques disparaît de la vie de Claire et Paul comme une ombre qui se dissout à l'aube. Il a signifié les papiers du divorce par l'intermédiaire d'un avocat anonyme, sans même regarder en arrière. Pour Claire, le choc initial a fait place à l'inquiétude, elle ne comprit pas le silence absolu qui suivit. Paul, lui, essayait de la rassurer, lui disant que c'était mieux ainsi, que Jacques avait accepté la situation avec maturité. Mais il y avait quelque chose dans le calme de Jacques qui les mettait mal à l'aise. Ce n'était pas le comportement attendu d'un homme trahi. Et cette absence de réaction a semé le doute dans le cœur du couple,
un doute qui grandissait chaque jour. Sans le poids d'un mariage raté et avec la liberté à sa portée, Jacques a commencé à préparer sa nouvelle vie. Il vend sa maison de Montmartre, vide ses comptes bancaires et liquide ses placements. En même temps, il fait profil bas, se déplaçant dans les rues de Paris comme un fantôme, évitant les lieux familiers et effaçant toute trace qui pourrait le ramener. Cependant, alors qu'il préparait son évasion, Jacques ne pouvait s'empêcher de penser qu'il y avait encore quelque chose à faire. Ce dîner, aussi cathartique soit-il, ne semblait pas suffisant pour clore ce chapitre de sa vie. Il avait imaginé que l'indifférence les laisserait tranquilles, mais au contraire, l'inquiétude en lui ne faisait que croître. Pendant ce temps, Claire et Paul commencent à ressentir le poids de leur choix. La relation qui semblait autrefois passionnante était désormais pleine de tensions. L'absence de Jacques créait un vide qu'il ne pouvait combler. Paul a essayé de continuer à écrire, mais les mots ne venaient pas aussi facilement qu'avant. Il se retrouva à revisiter d'anciennes conversations avec Jacques, à la recherche du moindre signe que son ami soupçonnait quelque chose. Claire, à son tour, se sentait de plus en plus isolée. La société parisienne, toujours prompte au commérage, prend vite conscience du divorce et les invitations aux événements commencent à diminuer. Ce nouveau départ qu'elle espérait lui paraissait de plus en plus lointain. Jacques, lui, ressentait une étrange liberté en voyant le chaos qu'il avait laissé derrière lui. Il s'est retiré à la campagne, loin de l'agitation de la ville, dans une maison isolée qu'il avait secrètement achetée des mois plus tôt. Il passait ses journées en silence, avec juste ses pensées et ses projets. Il savait que l'heure du départ pour toujours approchait, mais il restait encore un détail qui l'empêchait d'avancer. Quelque chose dans la situation qui semblait incomplet. Jacques se rendit compte que, malgré tout ce qu'il avait fait, le ressentiment le consumait toujours. Il lui fallait quelque chose de plus, une action finale qui mettrait un terme à l'histoire une fois pour toutes. Pendant ce temps, Paul commençait à être obsédé par la localisation de Jacques. Il savait que son ami n'était pas le genre d'homme à disparaître. Il y avait quelque chose dans la façon dont Jacques agissait qui ne lui laissait aucune paix. Paul a engagé un détective privé pour savoir où il se trouvait, mais les recherches se sont révélées infructueuses. Jacques avait effacé toute trace. Ce manque d'indices ne fit qu'accroître la paranoïa de Paul, qui commença à soupçonner Jacques de manigancer quelque chose. Ce soupçon, aussi vague soit-il, commençait à éroder sa relation avec Claire. Chaque appel téléphonique sans réponse, chaque silence prolongé était comme un poignard qui transperçait la confiance fragile entre les deux. Jacques, qui avait toujours une longueur d'avance, savait que Paul tenterait quelque chose comme ça. Il a laissé délibérément de petits indices, sachant que cela l'occuperait et en même temps l'éloignerait du véritable plan. Pendant ce temps, il préparait la dernière pièce de son jeu. Jacques ne voulait pas seulement disparaître, il voulait que Claire et Paul ressentent le poids de leur choix, comprennent la profondeur de la trahison qu'ils avaient commise, non seulement contre lui, mais contre eux-mêmes. Le moment décisif approchait. Jacques, dans son nouveau domicile, a reçu des mises à jour sur le divorce, les déplacements de Claire et les tentatives infructueuses de Paul pour le retrouver. Il avait le contrôle total, les regardant se débattre, piégés dans une toile qu'il avait soigneusement tissée. L'action finale était prête, mais il lui faudrait un scénario parfait, un moment qui graverait à jamais la conséquence de ses actes dans ses mémoires. Il savait où et quand cela se produirait et il était prêt à porter le dernier coup. Alors, chaque détail à sa place, Jacques attendait patiemment. Il savait que pour que sa vengeance soit complète, elle devait être menée avec une précision chirurgicale. Chaque pas qu'il faisait était calculé, chaque mouvement avait un but. Car au fond, Jacques n'était pas seulement animé par le désir de s'évader, mais par le besoin de se libérer une fois pour toutes des chaînes du passé. Une atmosphère de tension, d'attente planait sur eux tous. Claire, rongée par la culpabilité et la peur de l'inconnu. Paul, au bord du désespoir, incapable d'accepter l'incertitude qui l'entourait. Et Jacques, froid et calculateur, prêt à franchir la dernière étape qui mettrait fin à cette histoire de la seule manière qu'il jugeait juste. Et puis, par une froide nuit d'automne, la ville de Paris s'apprête à être le théâtre d'un dernier geste décisif. La nuit était particulièrement froide à Paris, avec une brise mordante qui serpentait dans les rues désertes. Claire était dans son appartement, observant le mouvement dehors par la fenêtre, tandis que ses pensées étaient aussi turbulentes que le vent qui soufflait. Depuis que Jacques avait signifié les actes de divorce et disparu, elle ne pouvait s'empêcher de sentir que quelque chose allait se passer. Son silence était assourdissant et, chaque jour qui passait, la culpabilité rongeait un morceau de son âme. Paul essaya de la réconforter, mais elle savait qu'il était également bouleversé.
Jacques n'était pas un homme qui acceptait simplement une situation comme celle-là. Il y avait quelque chose de caché, quelque chose que Claire craignait de découvrir. Paul est arrivé peu après le dîner. Il semblait plus agité que d'habitude, la méfiance ne se limitait plus à Jacques, il a commencé à remettre en question tout ce qui l'entourait. Lorsqu'il entra dans l'appartement, il alla droit au but, sans même échanger les salutations habituelles. « Tu es sûr que Jacques n'a rien laissé derrière lui ? » « Pas de ticket, rien ?» demanda Paul, d'une voix qui essayait de cacher son désespoir. Claire secoua la tête pour dire non, mais le doute dans les yeux de Paul était évident. Il était obsédé par l'idée que Jacques les manipulait, jouait avec leur esprit. Et cette paranoïa a commencé à les chasser, lentement mais irréversiblement. Claire ne voulait pas l'admettre, mais elle pensait que Paul avait raison de s'inquiéter. Il y avait un vide dans les jours qui s'étaient écoulés depuis la dernière fois qu'ils avaient vu Jacques, comme si quelque chose de très important était sur le point de se produire. Soudain, l'interphone sonna. Claire et Paul se regardèrent, tous deux alarmés. Aucun d'eux n'attendait de visite cette nuit-là. Claire répondit, sa voix tremblante d'anxiété. « Essayez. » Dame Claire Moreau. La voix à l'autre bout du fil était ferme mais polie. « Il y a une livraison pour vous, madame. Puis-je monter ?» Claire hésita, mais finit par répondre, « Tu peux monter. » Quelques minutes plus tard, le livreur était à la porte, tenant une élégante enveloppe à la main. Claire prit l'enveloppe, la remercia rapidement et ferma la porte. Paul observait attentivement, les yeux fixés sur le morceau de papier entre les doigts de Claire. Il y avait quelque chose de sinistre dans cette simple enveloppe. Claire l'ouvrit avec des mains tremblantes et en sortit une lettre manuscrite. Son expression pâlit alors qu'il lisait. « C'est de Jacques », murmura-t-elle sans détourner les yeux de la lettre. Paul s'approcha rapidement, lisant par-dessus son épaule. Les mots étaient simples, mais ils avaient un poids qu'ils ressentirent tous deux immédiatement, « Retrouve-moi au restaurant où tout s'est terminé. Demain soir à 8 heures. Il est temps d'en finir une fois pour toutes. » Le silence qui suivit fut étouffant. Claire et Paul se regardèrent, tous deux conscients qu'ils entraient en territoire inconnu. Ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix, qu'il fallait y aller, même sans savoir ce que Jacques avait en tête. La nuit se passa lentement et le lendemain fut une tension palpable. Aucun d'eux ne pouvait se concentrer sur autre chose que la réunion prévue. Lorsque l'horloge sonna finalement 7h30, ils partirent, se dirigeant vers le restaurant avec le poids de l'incertitude sur les épaules. Le restaurant était calme, presque vide, à leur arrivée. Jacques était assis à la même table où il les avait affrontés pour la dernière fois. L'expression de son visage était illisible, mais ses yeux trahissaient une lueur froide et calculatrice. Claire et Paul hésitèrent un instant avant de s'asseoir en face de lui. « Tu es venu ?» dit Jacques avec un léger sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Jacques, c'est quoi tout ça ?» demanda Paul, essayant de paraître confiant mais échouant lamentablement. Jacques ne répondit pas immédiatement. Il regarda Claire, qui pouvait à peine soutenir son regard. Puis, avec le calme de quelqu'un qui a attendu ce moment, Jacques sortit une seconde enveloppe de la poche de son manteau et la posa sur la table. « Tout d'abord, commença-t-il, je veux que tu saches que tout ce qui se passe maintenant a été très soigneusement planifié. Tu pensais me connaître, mais tu m'as sous-estimé. C'est ce qui fait le plus mal, pas le fait que tu m'as eu trahi, mais plutôt le fait qu'il pensait que j'étais assez faible pour en être détruit. » Claire ouvrit la bouche pour parler, mais les mots refusèrent de sortir. Paul était tendu, prêt à réagir à tout geste de Jacques. « S'il vous plaît, ouvrez », Jacques indiqua l'enveloppe. Paul le prit avec hésitation et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une lettre et une copie d'un document officiel. Pendant qu'il lisait, le visage de Paul se tordit d'incrédulité. « Est-ce une démission ?» Paul bafouilla, ne comprenant pas vraiment. « Oui, » répondit froidement Jacques. C'était la première étape. J'ai tout abandonné, ma carrière, mon entreprise, ma vie à Paris. Je suis sur le point de disparaître complètement, sans rien laisser derrière moi. Vous pouvez continuer votre vie, mais vous ne le serez jamais capable d'abandonner ce qui s'est passé ici. Parce que pendant que je disparais de la carte, vous devrez vivre avec ce que vous avez fait et ses conséquences. Le choc sur les visages de Claire et de Paul était exactement ce à quoi Jacques s'attendait. Il avait renversé la situation d'une manière qui les laissait terrasser, ne sachant pas à quoi s'attendre ensuite. Paul, toujours le document à la main, essayait désespérément de comprendre ce que disait Jacques. « Tu ne peux pas disparaître. Qu'est-ce que tu prévois, Jacques ? Tu nous menaces.
Jacques laissa échapper un rire sourd, presque cruel. Menaçant? Non, Paul. La vengeance est une menace. Ce que je fais est quelque chose de beaucoup plus permanent. J'élimine toute trace de moi-même, te laissant avec l'ombre de ce qui aurait pu être. Ce restaurant, ce soir, sera le dernier souvenir qu'ils auront de moi. Claire commença à trembler, son esprit essayant de comprendre l'ampleur de ce que disait Jacques. Elle a toujours cru qu'elle pouvait surmonter sa culpabilité et qu'avec le temps, les choses s'arrangeraient. Mais maintenant, assise là, face à face avec l'homme qu'elle avait trahi, elle réalisait qu'elle avait tort. La froideur de Jacques, son absence totale d'émotion la terrifiait. Il ne cherchait pas seulement à se venger, il détruisait toute trace de leur ancienne vie, les laissant piégés dans les limbes de l'incertitude. « Et toi ?» Claire parvint finalement à demander, la voix tremblante. « Pensez-vous que vous pouvez vous en sortir indemne? Pensez-vous que vous pouvez tout effacer ?» Jacques se pencha en avant, son regard perçant celui de Claire. « Tu ne comprends toujours pas, Claire. Je ne cherche pas à m'évader. Je me libère. Tu m'as donné une raison parfaite pour recommencer et je saisis l'occasion. Mais la question est, est-ce que es-tu capable de faire la même chose? Ou vivras-tu toujours dans l'ombre de ce moment, en te demandant ce qui aurait pu se passer si tu ne m'avais pas trahi? Paul, sentant le poids des paroles de Jacques, regarda Claire, cherchant un peu de réconfort, mais ne retrouva que la même peur qui le consumait. Il tenta à nouveau de confronter Jacques, désespéré de reprendre le contrôle de la situation. Jacques, sois raisonnable. Nous ne pouvons pas défaire ce qui s'est passé, mais nous pouvons avancer. Tu peux avancer. Jacques l'interrompit d'un geste de la main. J'ai déjà avancé, Paul. Cela fait un moment. Je viens juste de terminer ce que j'ai commencé. Et puis, Jacques sortit une autre enveloppe, plus petite cette fois, et la tendit à Claire. Elle hésita avant de l'ouvrir, mais la curiosité l'emporta. À l'intérieur se trouvait une seule clé et une adresse. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'il réalisa ce que c'était. C'est la clé de la maison dans laquelle j'ai grandi, dit calmement Jacques. La maison que j'ai héritée de mes parents. Le dernier lien que j'ai avec mon passé. Elle est vide maintenant, vendue à un étranger qui, j'en suis sûr, ne posera pas de questions. Elle est à toi maintenant, Claire. Considérez-la comme le dernier cadeau que je vous le donnerai. Un rappel constant de ce que vous avez perdu. Claire sentit les larmes lui brûler les yeux, mais elle ne les laissa pas couler. Elle avait envie de crier, de dire à Jacques qu'il était cruel, que c'était plus que ce qu'il méritait, mais les mots ne venaient pas. Il ne restait plus qu'un silence lourd et étouffant tandis que Jacques se levait, les laissant là, avec le poids de leur décision. En sortant du restaurant, Jacques ne se retourna pas. Il savait que le moment de son départ définitif était proche et il était prêt à commencer une nouvelle vie, où que cela l'emmène. Claire et Paul restèrent seuls à table, tous deux conscients que cette nuit les marquerait à jamais, d'une manière qu'ils ne pourraient jamais oublier. Et tandis que la porte se refermait derrière Jacques, Claire serrait la clé dans sa main, sentant le froid du métal contre sa peau. Elle savait que plus rien ne serait comme avant. Elle avait joué et perdu. Mais les conséquences de ses actes étaient encore à venir, et ce que Jacques avait laissé derrière lui n'était pas seulement une maison, mais un héritage de doutes et de regrets qui la hanterait pour toujours. Et ainsi, alors que les lumières du restaurant brillaient faiblement, le décor était planté pour la suite. La nuit était loin d'être terminée et le véritable impact des actes de Jacques ne se faisait pas encore sentir. Le bruit des pas de Jacques qui s'éloignait résonnait dans l'esprit de Claire et Paul, les laissant figés à table. La clé était toujours entre les mains de Claire, froide et lourde, comme si elle portait avec elle le fardeau du passé que Jacques avait soigneusement conçu pour laisser derrière lui. La maison, dernier lien qui les reliait à l'homme qu'ils avaient trahi, était désormais le symbole de tout ce qu'ils avaient perdu, et plus encore, de tout ce qu'ils ne pourraient jamais récupérer. Alors que le silence s'installait entre eux, ils savaient tous deux que ce que Jacques avait fait était plus qu'un simple acte de vengeance, c'était une leçon cruelle, un rappel constant que ses choix avaient des conséquences irrévocables. Paul fut le premier à bouger. Il ramassa la lettre que Jacques avait laissée sur la table, relisant les mots avec le vain espoir de trouver quelque indice, quelque signe que tout cela n'était qu'un stratagème, une manipulation. Mais il n'y avait rien. Juste la dure réalité que Jacques avait mis fin au jeu, les laissant faire face aux ruines de leurs propres décisions. C'est fou, marmonna Paul, brisant le silence. Était-il vraiment capable de disparaître comme ça? Tout laisser derrière lui? Claire n'a pas répondu tout de suite. Son regard était perdu,
fixé sur la clé qu'il tenait à la main. La maison qui avait autrefois été la maison de Jacques est désormais devenue un symbole de son erreur, un monument silencieux à la trahison. Mais il y avait plus. Le cadeau de Jacques n'était pas seulement une vengeance, c'était un dilemme moral, un fardeau qu'elle allait désormais devoir porter. La maison représentait un choix, y faire face ou s'enfuir, comme Jacques l'avait fait dans son ancienne vie. Il n'est pas parti, dit finalement Claire, la voix basse. Il s'est libéré. Et il nous a laissés coincés dans le passé, dans ce que nous avons fait. Ce n'est pas lui qui va vivre avec ça tous les jours, c'est nous. Paul ne pouvait pas l'accepter. Ça ne peut pas être comme ça. Nous devons faire quelque chose, essayer de le retrouver, le convaincre que ce n'est pas la fin. Mais Claire savait que toute tentative serait vaine. Jacques avait calculé chaque mouvement, pensé chaque détail, et ce qu'il voulait, c'était exactement cela, les laisser à la dérive, piégés dans un cycle de regrets et de culpabilité. Le dilemme était désormais le leur, et il n'existait pas de solution facile ni d'issue indolore. Peut-être que c'est exactement ce qu'il veut, dit Claire, la voix brisée. Il veut que nous vivions avec le poids de ce choix, que nous soyons coincés dans ce que nous avons fait, incapables d'avancer. Peu importe ce que nous faisons maintenant, nous ne serons jamais libérés de ce fardeau. Paul restait silencieux. Il comprenait ce que Claire disait, mais il ne pouvait pas l'accepter. Jacques avait transformé leur trahison en quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Il ne les a pas laissés avec une vengeance ordinaire, mais avec un dilemme moral qui les hantera pour le reste de leur vie. Et maintenant, c'était Paul qui ressentait le poids de cette décision, sachant que quel que soit le chemin qu'il choisirait, il serait marqué par la présence invisible de Jacques. Le dilemme moral que Jacques leur imposait était clair, vivre dans la culpabilité et le regret, ou tenter d'échapper à l'ombre du passé, même s'ils savaient que cela serait impossible. Claire et Paul étaient au bord du précipice et tout pas en avant nécessiterait un choix difficile. Jacques s'était libéré, mais tous deux étaient piégés dans un piège invisible, une toile qu'il avait soigneusement tissée, pour s'assurer qu'ils n'oublieraient jamais ce qui s'était passé. Et à mesure que la nuit avançait, Claire et Paul se retrouvaient face au gouffre, conscients que quoi qu'ils fassent, l'impact des choix de Jacques les suivrait pour toujours. La vraie question était, pourrait-il supporter de vivre avec ce fardeau? Ou bien la clé que Jacques avait laissée ouvrirait-elle des portes à des tourments encore plus grands, qu'il ne pourrait plus jamais verrouiller? Jacques l'avait dit clairement, le passé ne les laisserait jamais tranquilles. Et la maison, cette maison, serait le rappel éternel que le prix de la trahison n'était pas seulement la perte d'autrui, mais la perte de soi-même. Les jours qui ont suivi la rencontre au restaurant ont été étouffants. Claire et Paul essayaient de continuer leur vie, mais la présence de Jacques, même absent, était une ombre constante sur eux. Chaque mouvement, chaque décision semblait imprégnée de son influence, comme s'il était toujours là, les observant, les manipulant de loin. La clé de la maison était toujours dans la poche de Claire, un poids qu'elle portait partout où elle allait, n'ayant pas le courage de s'en servir, mais aussi incapable de s'en débarrasser. Paul, incapable de supporter le vide laissé par Jacques, sombre dans la culpabilité et le désespoir. Son obsession de retrouver son ex-ami s'est intensifiée et il a commencé à remettre en question tous les aspects de sa propre vie. L'écriture, qui était son évasion, est devenue un tourment. Chaque mot qu'il écrivait sur papier lui semblait vide, dénué de sens, comme s'il était coincé dans un cycle de répétition qui ne finirait jamais. Et puis, dans un moment de pur désespoir, Paul a pris une décision qui serait sa dernière tentative pour échapper au piège invisible dans lequel Jacques l'avait placé. Il se rendit à la maison que Jacques avait laissée à Claire. La propriété était désolée, avec des fenêtres sombres et un jardin abandonné, reflétant l'état émotionnel de Paul. Il entra, sentant le vieux bois et le passé qui y vivait. Les couloirs étaient vides, mais la présence de Jacques était toujours palpable, comme si chaque mur murmurait son nom. Paul errait dans la maison, revivant chaque instant, chaque choix qu'il avait conduit là-bas. Dans une pièce à l'étage, il trouva un vieux miroir couvert de poussière. Il se regarda dans le reflet, mais l'homme qu'il voyait était méconnaissable, rongé par la culpabilité et le remords. Ne sachant pas quoi faire d'autre, Paul a pris la décision finale. Il sortit de sa poche un cahier, la dernière ébauche de son travail inachevé, et se mit à écrire. Mais cette fois, les mots coulaient différemment. Il a écrit une lettre à Claire, expliquant ses choix, ses échecs et comment il ne pouvait plus vivre sous le poids de ce qu'il avait fait. La lettre était une confession, mais aussi un au revoir. Quand il eut fini, Paul laissa le cahier sur la table, attrapa une bouteille de vin qu'il avait trouvée dans la cuisine et retourna dans la chambre. Il s'assit par terre, appuyé contre le mur,
et lentement, sans crainte, il se laissa consumer par l'obscurité. Pendant ce temps, Claire, qui n'arrivait pas à lâcher la clé, a finalement décidé de faire face à ce qu'elle avait évité. Elle savait qu'elle devait faire face à ce que Jacques lui avait laissé, même si c'était douloureux. Au fond, Claire a compris que le cadeau de Jacques n'était pas seulement une maison, mais un choix. Elle devait décider si elle devait continuer à porter le fardeau de la culpabilité ou l'abandonner, une fois pour toutes. Lorsque Claire arriva à la maison, elle trouva la porte entr'ouverte. L'agitation l'envahit alors qu'elle montait les escaliers, suivant un instinct qu'elle ne pouvait expliquer. En entrant dans la pièce, le choc fut immense. Il y avait Paul, immobile, le visage serein comme s'il avait enfin trouvé la paix. La lettre était sur la table, et lorsque Claire la lisait, elle sentait le poids de chaque mot. La décision de Paul lui appartenait, mais les conséquences seraient les siennes. La tragédie orchestrée par Jacques avait atteint son paroxysme, mais Claire était toujours en vie, prise entre le passé et le futur. Elle savait qu'elle ne pouvait pas continuer à vivre dans l'ombre de Jacques, de Paul ou de ses propres choix. Les larmes aux yeux, Claire prit une dernière fois la clé, se dirigea vers la porte de la maison et, avant de repartir, la jeta dans une rivière voisine. Elle s'éloigna sans se retourner, déterminée à se libérer, mais sachant que la liberté aurait un prix, vivre avec les cicatrices invisibles laissées par le choix de Jacques. Et Jacques? Il s'en alla, disparaissant complètement. Où il est allé, personne ne le savait. Son plan ultime n'était pas la vengeance, mais la destruction complète de tout ce qu'il avait été. Il est devenu une ombre, un fantôme sans passé ni avenir, mais avec la certitude d'avoir conquis sa liberté. Claire, à son tour, commence à vivre avec le vide qui subsiste, sans Paul, sans Jacques, mais aussi sans la prison du passé. Elle est partie, mais n'a jamais oublié, car leur histoire était gravée sur les murs de cette maison, dans les rues de Paris et dans le cœur de ceux qui restaient.